grand dossier de ce samedi. Vladimir Poutine, à la fin du week-end, aura-t-il gagné la guerre? Donald Trump semble avoir cette fois-ci choisi son camp, décidé à accepter une annexion de facto des territoires revendiqués par la Russie. Au moment où l'on se parle, l'ancien bras droit de Volodymyr Zelensky est parti sur le front. Lui qui devait justement aller négocier à Mar-a-Lago. Volodymyr Zelensky n'a jamais été en position aussi dangereuse, tant pour lui que pour son pays. Ses émissaires sont en route en ce moment même pour tenter une négociation avec les émissaires de Donald Trump. On verra à quel point il pourrait infléchir ce qui paraît désormais inéluctable. Trump, Poutine, Zelensky est-il devenu leur ennemi commun? C'est ce dont on va débattre jusqu'à 18h. D'abord, regardez Kiev martyrisé encore cette nuit. Document signé Claire Cambier-Camissou. Oui, alors vous le voyez, nous sommes dans l'appartement qui a été le plus touché par cette frappe. Vous voyez ici les restes d'une cuisine, une machine à café, un bol. Tout a été détruit. Il y a une odeur de brûlé qui est très importante. Et évidemment, tous les habitants de cet immeuble sont particulièrement choqués aujourd'hui. On était sous le choc, mais on est content d'être en vie. On a juste vu un flash. J'ai vraiment eu très peur. Ce que ciblaient principalement les Russes cette nuit, ce sont les infrastructures énergétiques. Et d'ailleurs, ce matin, la ville s'est retrouvée sans eau, sans électricité. C'est pour ça que les générateurs sont sortis. Voilà pour cette présentation de Claire Cambier et de Camille Souhaut. C'est vrai que c'est assez sidérant, encore une fois, déluge de feu sur Kiev. Vincent Crouzet, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Bénédicte. Vous êtes expert en renseignement et écrivain. Le Chevalier de Jérusalem, c'est le titre de votre dernier ouvrage publié chez Robert Laffont. À vos côtés, c'est Ulrich Bouna. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé chez Open Diplomacy. Vous êtes analyste géopolitique Europe centrale et Europe de l'Est. Vous avez écrit La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective, aux éditions du Cygne, que voici évidemment. Bertrand Galichet est avec nous également. Merci beaucoup, cher Bertrand, d'être avec nous. Grand reporter et spécialiste des relations internationales. À vos côtés, c'est Hélène Bonnet qui est là pour le service, j'allais dire politique, pas du tout, politique étrangère, de TF1 et d'LCI. Et il me manque Stéphane Marchand, pardonnez-moi, Stéphane Marchand, directeur du magazine Pour l'Écho, ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. Vous êtes le bienvenu, Stéphane. Et bonjour également à Charles Diwo, qui est à Moscou. Bonjour à Claire Cambier, donc, que vous avez aperçu tout à l'heure, qui est à Kiev. Bonjour également à Thomas Misraki, qui est en Floride. On va commencer avec vous, Thomas. Vous êtes du côté de Mar-a-Lago. Vous y avez passé la soirée hier. Les envoyés de Volodymyr Zelensky sont en route pour la Floride. Est-ce que franchement, ils ne sont pas envoyés au casse-pipe? Dans quel état d'esprit on est du côté de l'équipe de Donald Trump? Non, pas du tout. Ils ne viennent pas au casse-pipe ici. Ils viennent s'assurer que ce qui a été négocié avec la délégation américaine le week-end dernier à Genève, sera bien ce qui sera présenté dans les jours qui viennent par l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, qui doit se rendre à Moscou. Ici, l'atmosphère est très particulière. Vous le savez, les humeurs de Donald Trump varient concernant ses relations avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais il y a 48 heures, le président américain se disait optimiste sur la façon dont les choses étaient en train de se dérouler. Il parlait de progrès importants dans le cadre de ces négociations. On n'en sait pas beaucoup plus, évidemment. Ce que l'on sait, c'est que ce soit du côté des Américains, des Russes ou des Ukrainiens, tout le monde est très actif. Et ce que veulent faire les Ukrainiens en venant ici aujourd'hui, d'abord, petite précision, cette délégation, son voyage était prévu de longue date. Donc on est dans le suivi d'un dossier, dans le suivi de ce qui s'est passé, je vous le disais, le week-end dernier. Ce que veulent faire aussi les Ukrainiens ici, c'est commencer à préparer la suite et l'éventuelle ou les éventuelles réponses que Moscou va donner dans les jours qui viennent. Après, ici, vous le savez, on est pragmatique. On considère que l'Ukraine n'est pas en position de force, que la Russie est en position de force, et que ce soit dans l'administration de Donald Trump ou du côté des parlementaires républicains, pour la plupart, des parlementaires MAGA pour l'intégralité d'entre eux, on considère que l'Ukraine va devoir faire des concessions, et notamment des concessions territoriales. Ah oui, effectivement, merci Thomas. Et Morgan, vous restez avec nous si vous le souhaitez, si vous le pouvez, bien entendu. On est toujours assez friand du fait que vous soyez avec nous. Si on fait un point très, très objectif, Stéphane Marchand, à l'instant, Thomas disait l'Ukraine n'est pas en position de force, il faut se dire les choses. Volodymyr Zelensky n'a jamais été aussi mal embarqué quand même. Il est assez mal embarqué, effectivement, même s'il faut relativiser finalement ce jugement. Si vous parlez du front, par exemple, évidemment, il recule sur le front.
mais il recule sur le front d'une manière dont on répète toujours, elle est extrêmement lente. À la marge. Les Russes avancent extrêmement lentement, et même si les Russes doivent prendre tout le reste de l'oblast de Donetsk, qui est leur objectif numéro 1, eh bien ça prendra énormément de temps. Donc c'est pas là qu'il y a le plus gros problème. Le scandale de corruption qui vient de coûter son poste à Andrei Yermak, son numéro 2, lui est beaucoup plus gênant, effectivement, parce que c'est un homme qui était devenu finalement son alter ego, et notamment son alter ego dans les négociations internationales. Donc on ne sait pas du tout si l'équipe ukrainienne qui est actuellement en Floride a ce type de personnalité extraordinairement connectée à Zelensky qui va permettre de... Parce qu'à la fin d'une négociation, on est dans l'extrême pression de la part de l'adversaire, et l'adversaire aujourd'hui c'est à la fois Trump et Poutine, mais là-bas ce sera Trump, énorme pression, et en même temps il faut garder l'esprit froid sur les petits calculs, des derniers calculs à faire. Alors, et toute la question étant de savoir si on est effectivement en fin de négociation ou pas. Mais puisque vous évoquez Yermak, regardez ce qu'a tweeté Kirill Dmitriev. Donc Kirill Dmitriev, je vous rappelle, c'est le fameux messager russe qui chuchote à l'oreille de Trump. On en a beaucoup parlé. Cette une du Time, the Endgame, aux fausses une, hein, je suppose, du Time, the Endgame. Andrei Yermak, Hélène, il se trouve qu'il a parlé, là, il y a quelques instants. On a reçu cette information à des journalistes du Financial Times. Oui, donc il s'est exprimé auprès de la presse américaine. Et là, il a voulu rassurer. Il s'est exprimé au sujet de son licenciement, en disant que ça ne changerait rien de ses rapports avec le président Zelensky. Mais il a surtout dit, quoi qu'il en soit, le président, malgré la pression, ne signera ni n'approuvera rien qui soit contraire aux intérêts de l'Ukraine. Le simple fait qu'il le verbalise dans la presse américaine, ça permet d'envoyer un message. C'est une réponse à toute cette communication aussi côté russe qui laisse entendre que c'est bientôt la fin pour l'Ukraine. C'est une manière aussi de rassurer l'opinion publique ukrainienne. Dire voilà, on n'est pas prêt à céder, et Volodymyr Zelensky, que je sois là ou pas, que je parle pour Yermak, n'acceptera pas n'importe quoi, quand bien même son négociateur en chef n'est pas présent. Sachant qu'on précise, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a un quart d'heure quand on l'a appris, mais que Volodymyr Zelensky sera à Paris lundi. Il revient à Paris rencontrer Emmanuel Macron. On pourra avoir l'occasion d'y revenir. Ulrich Bouna, le départ d'Andrei Yermak, c'est du pain béni pour Poutine? Alors oui, effectivement, c'est du pain béni pour Vladimir Poutine, parce que Andrei Yermak, enfin tout ce qui déstabilise en quelque sorte les Ukrainiens, c'est toujours bon à prendre pour Vladimir Poutine, puis ça renforce le message de la propagande russe disant que finalement Volodymyr Zelensky n'est pas légitime et que c'est un escroc qui vole les Ukrainiens. Ça renforce aussi le message de la propagande que la Russie adresse notamment aux États-Unis en disant regardez, l'argent que vous dépensez en Ukraine est détourné, et donc finalement arrêtez de financer l'Ukraine. C'est un message d'ailleurs qui est repris aussi par d'autres en Europe, comme Viktor Orban et d'autres. Après, paradoxalement, quand on regarde un peu la presse russe, c'est assez intéressant parce que il présente on va dire, cette opération de Midas, donc de lutte anticorruption, bien évidemment pour dénoncer le régime de Kiev, mais aussi ils essaient de retourner ça en disant que ce serait en partie téléguidé par les Américains pour essayer de déstabiliser les Ukrainiens, et donc pour essayer de faire passer ce message à la population russe que c'est en quelque sorte le seul obstacle à la paix, c'est plus les Américains, c'est plus les Européens, c'est Volodymyr Zelensky lui-même. Ouais. Avec ce petit bémol qui est de dire que finalement on n'insiste pas trop sur le côté corruption en Russie, pour éviter de se prendre une espèce de retour de flamme de la population russe qui pourrait tout à fait dire finalement c'est pareil comme chez eux comme chez nous finalement, parce que ça pourrait aussi, il y a un vrai problème de corruption. Oui, en l'occurrence, effectivement. Bertrand Galichet, question pour rebondir sur ce que dit Ulrich Bouna à l'instant. Est-ce que pour Trump, cette affaire du départ de M. Yermak n'est pas effectivement, si j'ose dire, le prétexte idéal pour clore le dossier définitivement? Ce qui est certain, c'est que, comme on vient de le dire concernant Poutine, c'est aussi effectivement une bonne opération, une bonne circonstance en tout cas pour Donald Trump. Il faut aussi rappeler que Yermak était considéré comme celui qui, d'une certaine façon, maîtrisait l'accès à Zelensky. Alors la question ne se posait pas directement pour Donald Trump, mais pour les équipes autour, c'est quand même un changement important, parce que ça veut dire que désormais, Zelensky, qui n'a pas d'ailleurs désigné, à ma connaissance, encore de successeur à Yermak, va devoir trouver quelqu'un qui puisse être une interface audible et acceptable par
toutes les parties, y compris par les Américains, naturellement. Et il y a dans cette ligne de crête extrêmement instable sur laquelle se trouve Zelensky aujourd'hui, cette variable-là qu'il doit prendre en compte pour éviter de chuter à un moment où il est effectivement très fragile, parce que cette affaire de corruption, évidemment, le plombe, mais aussi parce que on voit bien que, d'une part, sur le front, rien ne change. Les Russes attaquent violemment et les Ukrainiens ripostent aussi brillamment, on l'a vu avec l'affaire des pétroliers. Oui. Et parce que aussi il y a cette pression qui fait que Poutine en joue et ne cède rien. C'est-à-dire qu'il veut toujours la même chose, les territoires, le désarmement de l'armée ukrainienne et le départ de Zelensky, qui est un élément clé dans les revendications de Poutine. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce qu'on a repéré une petite phrase dite par Volodymyr Zelensky il y a 2 jours, au moment où justement il annonçait le départ de son conseiller, etc. Je voudrais que vous écoutiez bien cette phrase en entier, petite phrase sibylline sur ce qu'il va se passer la semaine prochaine. C'était avant de savoir qu'il irait rencontrer Emmanuel Macron à Paris. Écoutez. La semaine prochaine, il y aura des négociations importantes. Non seulement pour notre délégation, mais aussi pour moi. Et nous préparons un terrain solide pour de telles négociations. L'Ukraine restera debout. Elle restera debout toujours. Je remercie tous ceux qui nous aident. Je remercie chacun de ceux qui défendent l'Ukraine comme s'ils se défendaient personnellement. Il pourrait se passer la semaine prochaine des choses, même pour moi personnellement, en gros. Est-ce qu'il est question pour Volodymyr Zelensky de partir ? On va l'évoquer ensemble dans une seconde. Je voudrais d'abord qu'on retourne voir Claire Cambier. Merci Claire et Camille d'être avec nous. Moi, je voudrais savoir ce que pensent les Ukrainiens de tout cela. Est-ce qu'ils sont vraiment derrière Volodymyr Zelensky, quoi qu'il arrive ? Avant même cette affaire de corruption, il faut savoir que tous les Ukrainiens n'étaient pas derrière Zelensky. Il y a déjà l'usure avec la guerre, il y a le fait qu'il n'y a pas de changement possible à la tête de l'État, comme c'est le cas d'habitude en temps de paix. Donc forcément, ça avait déjà un peu usé la popularité de Zelensky. Celui qui concentrait vraiment la colère, l'amertume des Ukrainiens, ça restait quand même Yermak, le numéro 2 de l'Ukraine. Et beaucoup sont d'ailleurs très contents qu'il soit parti. C'était vraiment lui qui était le symbole de l'establishment que pourtant Zelensky avait promis de supprimer. Donc effectivement aujourd'hui, il y en a qui estiment que Zelensky les a trompés, que sa promesse de supprimer la corruption n'a pas été remplie. Aujourd'hui, s'il y avait des élections, effectivement, Zelensky ne serait pas élu, ça c'est une certitude. Mais quand on en discute avec les Ukrainiens, ils nous disent ce n'est pas pour ça qu'on va renverser aujourd'hui la table. Zelensky, on en a besoin, on a commencé la guerre avec lui, on finira la guerre avec lui. Il y a déjà cette idée tout d'abord qu'il n'est pas possible d'organiser des élections en temps de guerre. Il y a toute cette population qui est dans les territoires occupés, il y a toute cette population aussi qui a quitté le pays. Et puis, mine de rien, beaucoup soulignent que Zelensky a fait et fait beaucoup à l'international pour conserver les alliés. Reste à savoir maintenant comment les choses vont évoluer. Et puis surtout, il est clair que Zelensky est attendu au tournant. Les Ukrainiens espèrent qu'il en fera davantage pour lutter contre la corruption. Bien entendu, merci beaucoup Claire, merci à Camille également, c'est-à-dire Zelensky chef de guerre et pas homme politique pour le moment, ou en tout cas pas forcément le chef d'un État, même après la paix. La petite phrase qu'il dit, quand il dit la semaine prochaine, il pourrait se passer des choses pour le pays et même pour moi personnellement. Oui, Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement lui peut envisager de s'en aller ? Elle est sibylline, on le sait, très fatigué physiquement, très déçu par ses alliés, par les Européens, évidemment par les Américains. On sait un peu à bout, on sait qu'il vient de perdre son bouclier avec Yermak, parce que Yermak prenait les coups pour Zelensky, en fait. Les coups vous savez, autour du président Zelensky, c'est un aquarium avec des prédateurs aussi, avec des gens qui se mangent le nez, des courtisans. Yermak a vu la peau de Dmitry Kuleba, donc le ministre des Affaires étrangères ukrainien, il y a 1 an. Ça avait suscité énormément de polémiques. Les services de sécurité, services secrets avaient été nettoyés. Absolument. Il y avait eu beaucoup de choses. On sait que Valéry Zaloujny aussi à Londres joue sa partition ou a joué sa partition aussi contre Yermak. Donc je pense qu'ils ont fini par avoir sa peau. Maintenant, sans le bouclier Yermak, que va devenir Zelensky ? Après, il y a un problème constitutionnel. Normalement, c'est le président de la Rada
qui doit se substituer, oui, le président du Parlement qui doit remplacer le président en cas de vacance du pouvoir, et ce jusqu'à on ne sait pas quand, jusqu'à ce que la loi martiale soit levée. Or, Stefan Schuck, le président de la Rada, c'est quand même pas une personnalité extraordinaire à même de pouvoir gérer la situation ukrainienne aujourd'hui. Peut-être que simplement la semaine prochaine, Zelensky va poser la question, va se retourner vers le peuple ukrainien. Ouais, c'est ça. On verra, peut-être qu'il l'évoquera d'ailleurs avec Emmanuel Macron lundi. Moi, j'ai retrouvé ce que disait le conseiller à la sécurité nationale à la sécurité nationale aux États-Unis, au mois de mars dernier, donc après ce fameux rendez-vous abominable dans le bureau ovale avec Donald Trump, où il avait été humilié devant les caméras du monde entier. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Je vous le lis. Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre. S'il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles, soit politiques, divergent de la volonté de mettre fin au combat de son pays, alors je crois qu'on a un vrai problème. Cet homme s'appelle Mike Waltz et il a donc déjà évoqué le départ de Volodymyr Zelensky. C'est pas du tout un tabou, en fait. Depuis d'ailleurs, Mike Waltz, je crois, a volé en éclats lui-même. Ça, c'est une autre affaire. Mais effectivement, la question se pose. J'ai cru comprendre que Volodymyr Zelensky ne souhaitait pas se représenter s'il y avait une élection après la guerre, mais qu'il a toujours dit qu'il voulait gagner la guerre, qu'il voulait finir la guerre. Et donc, alors évidemment, peut-être que la résolution s'est amoindrie avec la fatigue et les derniers événements, mais ce serait quand même Donald Trump ne peut pas donner l'impression que le futur président de l'Ukraine l'est parce que les Russes ont donné leur accord. Et oui, c'est ça. Parce que c'est pas possible. C'est exactement ce que cherchent les Russes. Les Russes demandent que Zelensky s'en aille, que l'on refasse des élections, que la loi martiale s'arrête et que l'on refasse la Constitution. Et si on refait la Constitution, évidemment, c'est dans le genre priver l'Ukraine d'indépendance dans sa politique étrangère. Oui, on revient dans la Russie soviétique, quoi. Voilà. Oui. Donc les Américains, qui ont déjà été ridiculisés à 2 ou 3 reprises ces temps-ci grâce à Steve Witkoff sur leur alignement presque mot à mot sur le vocabulaire du Kremlin, vont quand même à un moment s'arrêter. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, est quand même un homme d'une autre trempe. Il est capable de remettre un tout petit peu d'ordre dans ce qui est extraordinairement confus. Plus personne ne comprend quelle est actuellement la politique américaine sur l'Ukraine. Encore faudrait-il que Donald Trump accepte de lui redonner un rôle de première ligne. Parce que il est conseiller pour la sécurité nationale et secrétaire d'État. En principe, ça en fait un homme assez puissant. Ouais. Au point qu'on parle de lui pour être un des candidats à la succession de Donald Trump à côté de J.D. Vance. Donc c'est quand même un homme fort, on espère. Mais sauf qu'il est malheureusement pas tout seul et qu'il y a aussi Steve Witkoff qui, lui, pour le coup, est un ami de Donald Trump, qui a l'oreille de Donald Trump et qui est quand même celui qui parle aux Russes. Donc il y a ce point-là. Et puis, effectivement, dans la référence Zelensky fait peut-être référence aux négociations en cours, parce que dans le plan en 28 points de Donald Trump, il y avait très clairement le point 25, l'Ukraine tiendra des élections dans 100 jours. Oui, donc si jamais un deal est passé, il inclura peut-être le départ de Volodymyr Zelensky à une certaine échéance, mais ça, peut-être que si vraiment c'est le cas, ça sera négocié, c'est-à-dire que c'est une monnaie d'échange, c'est-à-dire un départ comme celui-ci ne pourra se faire qu'en obtenant, enfin en tout cas on imagine que c'est ce que va négocier Volodymyr Zelensky, d'essayer de conserver un certain nombre de points très importants, pas de réduction de l'armée, des garanties de sécurité, enfin donc voilà. Et si je peux juste rajouter un petit point rapidement, c'est que en fait, au-delà de Volodymyr Zelensky, quand bien même il partirait, je ne vois pas quiconque en Ukraine signer la capitulation du pays. Alors effectivement, ça reste Volodymyr Zelensky reste l'homme politique actuel le plus populaire en Ukraine, il y a plus de 50%, les autres sont entre 10 et 20, mais l'homme, alors pas politique, mais en tous les cas, celui qui est le plus vu pour prendre sa suite, c'est l'ancien chef d'état-major, le général Zaloujny, donc qui est désormais ambassadeur à Londres. Et pour le coup, il est très clair que Valéry Zaloujny ne signera pas la capitulation de l'Ukraine non plus. Donc il y a une vraie fixation, on va dire, de la part des Russes et de certains aux États-Unis sur la personnalité de Volodymyr Zelensky. Mais c'est pas parce qu'il partirait que son successeur braderait le pays. D'ailleurs, j'ai lu un analyste américain qui dit un départ de Zelensky pourrait ouvrir la voie. N'arrangerait pas forcément Vladimir Poutine, justement, parce que ça peut ouvrir la voie, une personnalité qui serait plus aguerrie, etc. Donc, effectivement. Sauf si c'est négocié après, effectivement, ce point qui était évoqué à l'instant, c'est-à-dire les 100 jours et une élection qui pourrait être organisée. Vous imaginez dans quelles conditions dans un pays en guerre, avec la pression de la Russie. Vous vous doutez bien que les Russes, Poutine, ne se priveront pas d'interférer dans ces élections, dans ce scrutin, pour manipuler tout ça et essayer de faire en sorte
de mettre à la tête du pays soit quelqu'un qui soit à leurs mains, soit quelqu'un de faible qu'ils pourront d'une autre manière manipuler. Et ça, la question peut-être centrale maintenant qui va se jouer en Floride, c'est de savoir si ça fait partie du deal avec les Américains et si ils vont pouvoir prendre ce risque ou devoir prendre ce risque, les Ukrainiens, d'accepter des élections et une remise en cause de leur propre souveraineté. Mais d'ailleurs, Bertrand, quand on regarde un petit peu effectivement la façon dont peuvent se passer ces négociations, il y a quand même quelque chose, notamment par exemple sur ces points-là, on parlait de Marco Rubio à l'instant, qui a été mis un peu à l'écart, d'avoir mis Steve Witkoff et face à lui le fameux Dimitriev dont on parlait tout à l'heure en chef des négociations, ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans de la diplomatie en fait. Ces deux hommes-là sont deux chefs d'entreprise, businessmen, ils ont bien compris où étaient les intérêts des uns et des autres. Exactement, et donc vous venez de le dire, ça montre au fond quel est le périmètre de la négociation qui est extrêmement restreint et qui n'est pas du tout dans un cadre diplomatique ordinaire. On est dans le business voulu par Trump, qui pour l'instant n'a pas produit d'effet, en tout cas rien de positif et rien de concret pour l'avancée vers la paix, malgré ce plan qui reste encore extrêmement flou. Mais ça montre effectivement que la marge de manœuvre est étroite. Oui, oui, allez-y. Il y a une chose, l'arithmétique un petit peu électorale. Imaginons qu'il y ait dans 100 jours des élections en Ukraine. Évidemment, les populations des oblasts annexés, entre guillemets, par la Russie n'y participeraient pas. Oui, alors, qu'est-ce qui resterait ? Il resterait à voter des gens qui sont dans, je dirais, l'Ukraine ukrainienne, et par conséquent qui assureraient un sentiment anti-russe beaucoup plus fort qu'il n'aurait été peut-être avant 2022, quand le pays avait à sa frontière orientale peut-être quelques zones avec des allégeances diverses. Donc, a priori, cette élection ne peut que profiter à la non-capitulation et à la radicalité ukrainienne, en quelque sorte. D'ailleurs, je me souviens, Hélène, que vous nous racontiez, quand vous avez été parmi les premières de LCI à partir en Ukraine après le mois de février 2022, et vous nous disiez, il y a certains oblasts dans lesquels, dans les premiers tournages, on se disait merci, au revoir en russe, et puis en fait, au bout de la deuxième, troisième mission, il n'était plus question de parler russe. Parce qu'effectivement, ça s'était radicalisé beaucoup. Enfin, Alors oui, ça dépend où, encore une fois, parce qu'effectivement, à l'ouest du pays, vous avez de plus en plus de gens qui disent non, mais on ne parlera pas russe, mais vous avez encore énormément d'Ukrainiens qui utilisent le russe. Et il suffit d'aller près de la frontline, la ligne de front, pour s'en rendre compte. Vous avez le russe est encore dans beaucoup de régions très présent. Il fait partie du vocabulaire. Allez-y. Mais enfin, là, je me tourne vers Hélène. On ne voit pas trop, dans les conditions actuelles, comment organiser des élections en 100 jours. Enfin, soyons réalistes. On est dans un pays en guerre qui est bombardé, on l'a vu avec le reportage de Claire et de Camille. On ne voit pas trop comment l'État ukrainien sera en mesure d'organiser un scrutin électoral. C'est extrêmement compliqué. Alors, ils ont quand même beaucoup de ressources. Nous, on s'est posé la question la dernière fois, la rédaction disait ils seraient capables d'organiser un vote par drone. Enfin, je veux dire... Oui, par correspondance, mais alors dans les conditions avec... Et avec quelle population? Les influences étrangères. Oui, le problème, c'est la possibilité ensuite de contester la légitimité de ces élections, parce que les Ukrainiens sont inventifs et qu'ils trouvent des moyens pour contourner, ça j'en doute pas, mais par contre ça ouvrirait la voie évidemment à plein de contestations possibles. Bien sûr, il faut un représentant légitime quand même, bien entendu, à l'Ukraine, très légitime. Alors moi je voudrais juste vous faire écouter, on se demandait si Volodymyr Zelensky sentait le vent du boulet justement dans son propre pays. Écoutez ce qu'il disait quand il a annoncé justement la démission de Zermak. Il dit une petite phrase sur la fin qui est assez intéressante. Le cabinet de la présidence ukrainienne va être remanié. Le chef du cabinet, Andrei Yermak, a remis sa lettre de démission. La Russie souhaite vraiment que l'Ukraine commette des erreurs. Il n'y en aura aucune de notre part. Notre travail se poursuit, notre lutte se poursuit. Nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout, ni de battre en retraite ou de nous disperser. Si nous perdons notre unité, nous risquons de tout perdre, nous-mêmes, l'Ukraine et notre avenir. Si nous perdons notre unité, nous risquons de tout perdre. Il parle à qui? Il ne parle pas uniquement aux Ukrainiens, là. Ah non, il parle aussi à ses alliés, évidemment. Ouais. Il parle à ses alliés, mais je pense que pour la suite, il va durcir autour de lui. On
parle de plus en plus de Kirilo Boudanov, le patron donc, du renseignement militaire, qui est jeune, qui a de l'énergie, qui est capable physiquement de tenir le coup, qui est capable aussi de servir de bouclier, qui ne perdrait pas aussi ses prérogatives sur le renseignement militaire. Donc on parle de plus en plus de lui. Et puis quand même, il a envoyé en Floride Roustem Oumerov, qui est un garçon solide, un peu dans le style physique de Yermak d'ailleurs, qui ne s'en laissera pas compter. Donc je pense que de ce côté-là, sur le plan humain, aujourd'hui, il n'a pas trop de soucis à se faire. Alors justement, la question aussi, puisque vous parlez des services de renseignement et de Boudanov, est-ce que finalement faire des coups d'éclat ne serait pas le seul levier pour eux? Je vous parle de ça parce qu'on a vu tout à l'heure les destructions à Kiev et l'attaque russe qui a été extrêmement violente la nuit dernière. Il y a eu des coups d'éclat également de la part des Ukrainiens. Brandon Waret, qui nous a rejoint ce matin, on apprenait que 2 pétroliers en mer Noire avaient explosé, 2 pétroliers dont on dit qu'ils font partie de la flotte fantôme russe. Et ça, c'est une opération ukrainienne. Effectivement, revendiquée par Kiev il y a seulement quelques heures. Attaque dans cette région du détroit du Bosphore. Nous sommes à quelques dizaines de mètres des côtes turques. Et vous allez voir justement cette image cette nuit. On voit cet incendie et ces flammes qui s'échappent dans le ciel de cette mer Noire. Effectivement, des navires qui ont été identifiés comme faisant partie de la flotte fantôme russe qui, ces vieux cargos utilisés par Moscou pour contourner les restrictions depuis le début de la guerre en Ukraine. Première attaque sur ce navire, Kéros, sous pavillon de la Gambie, construit en 2002. Et vous allez voir notamment, il faisait partie d'autres pavillons auparavant. C'est le cas du Panama, de la Grèce, du Libéria. Une attaque, vous le voyez sur cette image, qui se serait déroulée à 45 km environ des côtes turques. Le navire partait d'Égypte pour rejoindre le port de Novorossiysk. Ça, c'était donc cette nuit. Et puis, notamment, une autre attaque. Et la particularité quand même de ce Virat, c'est qu'il a été touché 2 fois, cette nuit et ce matin, il y a quelques heures. Un pétrolier, là également, sous pavillon de la Gambie. Il est plus récent, construit en 2018. Précédent pavillon, c'était le cas de la Barbade, des Comores, toujours du Libéria et également du Panama. On est un peu plus en profondeur dans cette mer Noire, 55 km environ. Et sa dernière localisation connue, c'était le 4 novembre, autour de ce détroit, notamment de Bosphore. Et la particularité, Bénédicte, c'est que cette attaque a été signalée sur une fréquence ouverte par l'équipage. Écoutez justement cette séquence de quelques secondes diffusée par la télévision turque. Au secours, j'ai besoin d'aide. Attaque de drone, c'est ce qu'on entend sur cet extrait sonore. Attaque donc revendiquée par Kiev. Toujours une question qui se pose, quels moyens? Alors une enquête est en cours par le gouvernement turc. Notamment, on évoque plusieurs possibilités, des mines, des roquettes, des drones. Sachez que le drone naval, il est présent dans cette région de la mer Noire depuis 2022. Et souvenez-vous, Bénédicte, début octobre, le président de la République, Emmanuel Macron, était au sommet de Copenhague, quelques heures après cet incident au large de Saint-Nazaire autour de cette flotte fantôme russe. Le chef de l'État qui avait appelé les Européens à franchir un pas dans la politique d'entrave de cette flotte fantôme russe qui, selon le président de la République, il y a quelques semaines, il disait que cette flotte finance 30 à 40% de l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci Brandon. C'est un argument pour les négociations ou pas? Parce que pour ne rien vous cacher, j'étais avec le général Chauvency tout à l'heure qui me disait attendez, mais c'est une attaque indéniable au droit international. C'est un pays en guerre qui attaque un bâtiment civil d'un pays qui, lui, n'est pas en guerre. Donc, problème. Mais là, on est sur une zone de guerre quand même, la mer Noire. Ouais. Et puis on vise quoi? On vise une énorme hypocrisie, c'est-à-dire que ces pétroliers, ils chargent quoi? Ils ne chargent pas du pétrole kazakh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils chargent du pétrole russe sous connaissement kazakh. En fait, c'est pour dénoncer aussi un système et pointer du doigt le Kazakhstan qui se livre à ces opérations de contrebande. Puis, c'est dans la lignée en fait aussi des frappes sur tous les ports de la mer Noire qui exportent du pétrole, Tuapse, Novorossiysk, en fait, qui ont été visés régulièrement ces dernières semaines par des drones pour essayer justement d'empêcher en quelque sorte le brut de sortir de ces ports. Et donc c'est l'étape d'après, c'est-à-dire vu qu'on n'arrive pas à complètement entraver l'exportation du pétrole côté ukrainien, on vise directement les navires.
ça a plusieurs effets. D'abord, ça augmente en quelque sorte le coût pour les navires qui sont malgré tout quand même plus ou moins assurés dans des paradis un peu exotiques, notamment dans les pays du Golfe. Et donc ça augmente le coût en fait de transport du pétrole. Donc ça diminue l'argent que récupère la Russie sur ce pétrole. Et deuxièmement, potentiellement, ça peut aussi forcer certains navires à ne plus y aller du tout. Donc il y a une volonté de restreindre en quelque sorte, manu militari, l'argent que touche la Russie de ce pétrole. Alors de ce point de vue-là, on peut se demander si Vladimir Poutine est vraiment pressé ou pas de mettre fin à cette guerre. On va revenir sur ce qu'ont fait les Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas tapé que dans les eaux de la mer Noire, mais ils ont tapé également un port très important que nous a évoqué Brandon il y a un instant. On va y revenir. Je voudrais juste qu'on aille voir Charles Diwo parce que vous êtes à Moscou et je profite du fait que vous soyez là, Charles. Évidemment, je sais qu'il fait assez froid, donc je vous prends maintenant. Est-ce qu'on dit beaucoup que Vladimir Poutine est pressé de faire la paix? Et il est vraiment pressé de faire la paix? Il ne prendra pas le plan tel quel, de toute façon, Vladimir Poutine. Alors il est peut-être un petit peu plus pressé que d'habitude, et ce pour une raison, parce qu'il se rend bien compte d'une chose, c'est que les États-Unis sont de plus en plus enclins à donner les conditions demandées par la Russie dans le cadre de cet accord de paix. D'ailleurs, aussi, c'est assez important à souligner, c'est que Vladimir Poutine, il a commenté ce plan de paix. Alors le premier, la version avec 28 points, estimant qu'elle allait plutôt dans le bon sens. Alors après, évidemment, pour que Vladimir Poutine accepte cet accord, il y a 2 points essentiels à ses yeux. Le premier, c'est que l'armée ukrainienne quitte les territoires annexés par la Russie. Sinon, les combats continueront. C'est lui qui l'a dit. Puis il y a une autre ambition de la part de la Russie, c'est que l'Ukraine devienne ce qu'ils appellent une sorte de zone tampon, un pays tampon, c'est-à-dire une sorte de frontière entre l'Occident et la Russie. Et pour cela doit passer, selon le Kremlin, par de nouvelles élections en Ukraine. Évidemment, on l'évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup, Charles. On comprend très bien, Bertrand Galichet, que ça, c'est inacceptable pour l'Ukraine. Est-ce que ce genre d'opération, celle que nous a relatée Brandon, ou celle dont je vous parlais à l'instant, c'est un terminal pétrolier, ça se passe à Novorossiysk, donc justement ce fameux port dont nous parlait Brandon, et là, pour le coup, il est sacrément endommagé, manifestement, ce terminal. Est-ce que ça peut aussi jouer dans les négociations? En tout cas, c'est aussi un message envoyé aux Européens. Vous savez que Zelensky se plaint du fait que les sanctions européennes ne sont jamais au niveau qu'il souhaiterait. Ouais. Et donc là, c'est une façon de dire, regardez les sanctions européennes contre l'exportation du pétrole russe, qui, je le rappelle, consiste simplement à interdire l'accès aux ports européens et aux ports des alliés aux pétroliers de la flotte fantôme. Eh bien, regardez ces sanctions qui ne sont finalement qu'efficaces à la marge. Nous, on a une méthode qui est quand même un peu plus radicale et un peu plus efficace, c'est-à-dire qu'on va frapper les pétroliers qui transportent clandestinement du pétrole russe, en contravention avec ce qui a été justement imposé à la Russie. Et ça marche parce que effectivement, ces bateaux-là, les assureurs ne vont plus les prendre en charge. Les affréteurs vont aussi réfléchir, même si ce sont de vieux bateaux, avant de les envoyer dans des zones à risque. Et je crois que ça, c'est quand même un aspect très important. Un mot encore sur Poutine, pressé ou pas de faire la paix. Je crois qu'il est pressé de faire la paix à ses propres conditions, mais certainement pas puisqu'il est en position de force à céder sur quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait finalement le paradoxe de cette situation. Oui. Et le seul problème pour Poutine, c'est de ne pas exaspérer trop longtemps Donald Trump. Eh oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens utilisent une arme qu'ils manient extrêmement bien depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire la communication. Stéphane Marchand, là, on a des images qui sont fournies par les services de renseignement ukrainiens. Ce sont les 2 fameux pétroliers dont nous parlait Brandon tout à l'heure, attaqués au drone naval. On a tout, c'est-à-dire que on voit le bâtiment exploser, on a tout, et ça, c'est fait pour justement impacter le plus possible. Après, est-ce que ça peut jouer contre l'Ukraine, justement ? Non, à mon avis, ça jouera toujours pour l'Ukraine, dans la mesure où l'Ukraine a absolument besoin. Les nouvelles du front sont systématiquement mauvaises. Je dirais faiblement mauvaises sur un petit nombre de kilomètres, mais toujours mauvaises depuis pas mal de mois. Et donc peut s'installer dans les opinions occidentales le fait que l'Ukraine est un loser. Vous savez, le loser, c'est l'obsession de Trump, et d'aider les winners et de laisser tomber les losers. Mais ça, c'est aussi partagé avec un vocabulaire un peu plus châtié par pas mal de pays européens. Donc c'est tout à fait, l'Ukraine a tout à fait compris à quel point il est important de montrer régulièrement par des opérations spectaculaires. Et de temps en temps, d'ailleurs, l'Ukraine décide sur le front
la contre-offensive, par exemple, de 2023 a été assez largement construite comme une preuve auprès des opinions occidentales que l'Ukraine continuait à se battre. Mais ça a été terrible. Le prix à payer en hommes a été terrible. Et donc c'est là... Ce genre d'opération, pardonnez-moi, Vincent, ce genre d'opération-là, comme celle-ci, le timing est évidemment pas complètement neutre, elle se prépare beaucoup en amont ou pas ? Oui, oui et non. À partir du moment, enfin, je veux dire, ce sont des cibles relativement faciles à atteindre. Hein. Après, ça a peut-être été programmé, notamment par le SBU. Apparemment, c'est le SBU qui a monté cette opération. Mais ça peut être décidé en 24 heures. Après, effectivement, les images sont très spectaculaires, mais il faut préciser que ce sont des bateaux qui ont été frappés à vide et non pas à plein, pour éviter justement une marée noire en Turquie. Et pour parler de la Turquie, ce serait bien tout de même que les autorités turques prennent des dispositions sur le passage du Bosphore, concernant donc ces navires de la flotte fantôme, sachant que c'est un petit peu utopique dans la mesure où les Turcs touchent aussi beaucoup d'argent au passage pour faciliter donc le passage de ces navires de la flotte fantôme. Et sur Novorossiysk, sur ce terminal pétrolier, je précise, c'est le terminal par lequel transitait 1% du pétrole mondial quand même, et on a notamment le Kazakhstan qui dit attention. C'est 80% des exportations du pétrole kazakh. Et oui, c'est ça. Et pas que le pétrole kazakh, aussi l'uranium kazakh. Donc ça peut vraiment les prendre à la gorge si jamais le Bosphore est fermé à ces navires. Donc, on peut imaginer, le Rishbouna, que potentiellement, ces attaques-là aient un impact quand même sur Vladimir Poutine en cette période de fin de négociation, si tant est qu'on soit en fin de négociation. Je ne suis pas sûr. Non. En fait, Vladimir Poutine n'a jamais considéré l'économie comme quelque chose de véritablement important. C'est un outil pour faire de la géopolitique. Mais très concrètement, je veux dire, alors effectivement, ça peut impacter à la marge l'exportation de pétrole russe. Mais très concrètement, c'est pas ça qui le gêne. Je pense qu'éventuellement, s'il y avait des véritables sanctions qui étaient prises contre Rosneft et Lukoil, qui ont pour le moment été repoussées par les Américains, là, effectivement, ça pourrait peut-être jouer à moyen terme. Mais à très court terme, comme ça a été dit tout à l'heure, Vladimir Poutine lui estime que son armée est à l'avance, que économiquement, effectivement, c'est pas la folie en Russie. Il y a beaucoup de secteurs qui stagnent au mieux, voire qui sont en récession. Mais concrètement, le complexe militaire, il continue à tourner, il continue à fabriquer de plus en plus de missiles. Donc, de son point de vue à lui, il n'a pas véritablement besoin de faire de concessions à l'heure actuelle. Et effectivement, ces frappes sur les navires, ça va plutôt être utilisé comme de la propagande en interne pour dire « Regardez, ce sont des terroristes, ils attaquent des navires marchands qui sillonnent dans les villes et donc on va répondre nous aussi en allant frapper les ports d'exportation ukrainiens. » Sur ce, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Mais on comprend effectivement. Oui, si, ce que je voulais dire, c'était que quand même, malgré tout, parce que vous dites son armée, elle avance doucement, on peut aussi prendre les choses dans l'autre sens, Hélène, et dire non mais attendez, le front ukrainien, il s'écroule pas du tout en fait. Ça ne s'effondre pas du point de vue des Ukrainiens. Alors Vladimir Poutine, il peut rajouter des hommes, des armes, etc. tant qu'il voudra. Le fait est que pour le moment, les Ukrainiens y tiennent quand même. Oui, parce qu'on assiste toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est un grignotage très lent qui se fait. Parfois, c'est un petit peu plus rapide qu'à d'autres moments, mais les Ukrainiens tiennent, et c'est tout leur argument aussi de dire, quand il est question de parler de céder du territoire, céder des territoires que la Russie mettrait des mois, voire des années à saisir, n'a pas de sens. Et c'est ce que veulent mettre en avant les Ukrainiens aussi. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un Donald Trump qui souhaite que cette guerre se termine. Lui, il a un autre calendrier aussi, il a un calendrier de politique interne notamment qui lui est important. Il a des midterms dans un an. Et on a un Vladimir Poutine qui, semble-t-il, ne serait pas complètement opposé au fait de signer une paix. Et alors, il a même proposé éventuellement de signer la paix à Budapest, parce qu'il a vu Viktor Orban, et ça va nous amener vers les extrêmes droites européennes, parce qu'effectivement, il y a ça aussi en termes d'influence. Vous connaissez ça par cœur, Vincent Crouzet, c'est que l'influence, elle est importante également. Se servir des extrêmes droites européennes pour faire de l'influence, ça peut être intéressant. Écoutez Vladimir Poutine. Si au cours de nos discussions avec les États-Unis, il est question d'utiliser Budapest comme lieu de rencontre, j'en serai également très heureux. Voilà, brosser ces extrêmes droites dans le sens du poil, Bertrand Galichet, c'est aussi s'assurer des messages politiques anti-Zelensky, ça peut être utile ? Oui, de toute façon, je crois que la Russie de Poutine fait feu de tout bois et tout est bon à prendre. Et si effectivement il devait y avoir, vous avez certainement en souvenir ce projet de rencontre entre Poutine et Trump à Budapest, qui est tombé à l'eau, mais la réalité c'est que pour Poutine, c'est effectivement
un outil comme un autre. Mais vous savez, il y a une situation très particulière en Hongrie et je pense que là-dessus, le Kremlin essaye de tirer les ficelles de ce qui se passe en Hongrie parce qu'il y a des élections au mois d'avril prochain en Hongrie. Et donc, dans cette période de quelques mois, on voit bien quand même que Viktor Orban est en difficulté aujourd'hui. Les sondages, les derniers qui ont été publiés et qui semblent crédibles, ne lui sont pas très favorables. Il a un adversaire qui s'appelle Péter Magyar, qui lui est beaucoup plus pro-européen. Et il y a un mois, par exemple, il y a eu 2 manifestations à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Révolution de 1956. Et il y a eu 2 manifestations, l'une organisée par les partisans d'Orban et l'autre par les partisans de Péter Magyar. Et là, on a quand même bien vu qu'il y avait une fracture en Hongrie entre ceux qui sont résolument du côté de Vladimir Poutine et ceux qui sont quand même très pro-européens. Et c'est donc quand même un allié qui devient un peu fragile pour Vladimir Poutine et je pense qu'il prend ça en compte dans l'équation. Si je peux rajouter, je suis complètement d'accord. Viktor Orban, actuellement, il est à peu près 20% derrière, 20% dans les intentions de vote derrière Péter Magyar. Donc, il est effectivement en grande difficulté. Et donc, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les Russes, c'est génial d'avoir des agents d'influence en Europe, dans les pays extrêmes. Mais à contrario, en fait, c'est très utile pour Viktor Orban de pouvoir aller s'afficher avec Vladimir Poutine parce que ça fait partie, notamment, ça fait plaisir à une partie de son électorat, notamment les populations âgées rurales. Il va négocier du pétrole pas cher auprès de la Russie. C'est ça qu'il a été chercher. Et du coup, il récupère une espèce de stature internationale en disant on pourrait faire un sommet à Budapest, etc. Je rajouterai un dernier élément, qu'il y a aussi une question de finances personnelles. Le beau-fils de Viktor Orban, il est pressenti depuis un certain temps pour récupérer en fait les actifs de Raiffeisen Bank, qui est une banque autrichienne qui est positionnée en Russie, qui est le principal banque européenne qui reste en Russie. Elle vaut plusieurs milliards et il y a une vraie question pour savoir qui va la récupérer, etc. On parle d'expropriation et donc son gendre est pressenti pour aller récupérer cet argent et cette banque-là. Et donc il y a aussi toujours ce business personnel. Enfin, Viktor Orban est personne, on peut le dire, corrompu. Et donc, voilà, mais ça marche vraiment dans les deux sens. Il y a le business personnel. Viktor Orban, il a aussi cherché du business personnel et un soutien en vue des élections. Évidemment. Alors, Vladimir Poutine, la guerre, une question de survie. Pourquoi on se pose cette question-là? Parce que justement, vous parliez d'économie. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait se permettre, pardon, ça peut paraître un peu surréaliste de dire ça, mais pourrait se permettre d'arrêter la guerre? En l'occurrence, il a une économie qui tourne 100% pour la guerre depuis plusieurs mois maintenant. C'est Pierre Servant qui nous disait sur le plateau hier qu'il mourrait en chef de guerre. Il a une analyse très intéressante. Écoutez. Quand on voit les difficultés de la Russie aujourd'hui, il ne faut pas imaginer demain que les chars russes vont arriver en Europe. En revanche, l'état de guerre, le fait que ce régime vit de la guerre et est ouvert à toutes les entreprises militaires, tout cela fait qu'il n'est pas impossible, dans 3 ans, 5 ans, si Poutine considère que son outil militaire est arrivé à pleine maturité, qui tente des choses du côté des pays baltes, en tenant compte peut-être du fait que les Américains seront un peu aux abonnés absents. C'est incroyable quand on entend ce qu'il dit, ça pose question quand même. Ça voudrait dire, à l'inverse de si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est si tu veux la guerre, fais la paix. Si tu veux préparer la guerre, fais la paix. Ce qui est certain, c'est que même si Vladimir Poutine signe une paix dans quelques mois, ce sera vraisemblablement dans son esprit, en tout cas provisoire, parce qu'il a quand même besoin de se réorganiser. L'économie russe, on le rappelait à l'instant, n'est pas en bon état, à part l'économie de guerre, qui, elle, fonctionne très bien. Mais le cours du pétrole est trop bas pour que les profits rentrent suffisamment. Et toute l'économie qui n'est pas l'économie de guerre et qui existe quand même, bénéficie de toute une série de paramètres qui sont négatifs. Donc, il a besoin de temps pour se remettre, pour se refaire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait quand même signer la paix, mais l'état de guerre dont parlait Pierre Servant à l'instant, sur le long terme, serait complètement maintenu. Lui. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on le dit tous depuis des semaines que ces négociations commencent effectivement à s'affiner, etc. Tous les experts qu'on peut recevoir sur ce plateau et même des sommités militaires disent Vladimir Poutine, de toute façon, a besoin de temps pour se refaire et il ne s'arrêtera pas là. Tout le monde le dit. Et pourtant, on continue d'essayer de signer un accord de paix. Oui, mais parce que de toute façon, nous n'avons pas, enfin les Européens n'ont pas d'autre choix que de poursuivre la paix. La théorie de la victoire de Poutine sur le front ukrainien, c'est de dire je peux durer plus longtemps que n'importe quelle personne autre. C'est ça sa théorie de la victoire. Ce qui est sans doute vrai. Ce qui est probablement vrai, sauf que l'Europe, qui a des faiblesses militaires, a en revanche suffisamment d'argent
pour aider l'Ukraine, un peu à bas bruit, parce que l'aide n'est pas suffisante, on le sait bien, mais pour que l'Ukraine tienne pendant encore des années. Poutine le sait, ça. Poutine sait très bien que l'Europe, surtout si elle était unie par une défaite de Viktor Orban dans pas longtemps, l'Europe est capable de fournir 50 milliards d'euros à peu près tous les ans pendant beaucoup d'années. Parce que nous sommes riches, c'est notre seul atout. Et ça, je pense que ça l'inquiète quand même. Parce que lui, de son point de vue, continuer la guerre actuelle pendant encore 5, 6, 7 ans, c'est quand même pas une perspective qui l'enchante. Alors moi, j'ai retrouvé un édito d'un journaliste italien dans un journal qui s'appelle L'Espresso. Cet homme s'appelle Emilio Carelli, c'est un journal de gauche qui fait une comparaison qu'il assume totalement, hein, lui c'est le patron du journal, et qu'il disait il y a quelques mois, je vais vous le citer parce que j'ai trouvé ça frappant et ça m'intéresse d'avoir votre avis. En 1938, Hitler a obtenu une sorte de laissez-passer par les puissances européennes qui espéraient que sacrifier les Sudètes à l'Allemagne pourrait amoindrir l'appétit du Führer. 6 mois plus tard, toute la Tchécoslovaquie était dans les mains des nazis, puis la Pologne. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, dit-il? En 2014, l'annexion de la Crimée, 8 ans plus tard, l'invasion de l'Ukraine orientale, toujours avec le même schéma. Et ainsi de suite. Ouais, moi je me méfie un petit peu des parallèles historiques, mais c'est vrai qu'en étant faible, on n'arrange rien. Ça va être un peu terrible ce que je vais dire, et ça va être très cynique, mais finalement, la guerre en Ukraine nous arrange bien, nous, l'Union européenne, parce que ça permet de fixer l'effort de guerre et la politique guerrière agressive de Poutine. Tant que l'armée russe sera fixée sur le théâtre des opérations ukrainiennes, ils n'auront pas la puissance nécessaire pour s'attaquer aux pays baltes et éventuellement à la Pologne. Ça veut dire que nous aussi, pendant ce temps-là, on peut se refaire, en fait. Oui, donc tout accord de paix prématuré, avec tout accord de paix injuste et indigne qui interviendrait dans les prochaines semaines, nous serait extrêmement préjudiciable. Nous, Européens, si on se place vraiment de manière très égoïste. Attention, c'est très cynique, mais c'est une vision assez réaliste, je pense. Est-ce qu'on va avoir objectivement notre mot à dire là-dessus ? Ah oui, nous devons avoir notre mot à dire. D'ailleurs, Zelensky voit Emmanuel Macron lundi, quel que soit l'État et les résultats des négociations en Floride demain. Alors, autre analyse très intéressante, celle de Christopher Melnik, encore sur le plateau hier soir. Christopher Melnik, on le connaît, il vient souvent sur ce plateau et il connaît de fait particulièrement bien la Russie et surtout la politique russe. Écoutez ce qu'il dit justement de Vladimir Poutine lui-même. La Russie est évidemment aujourd'hui dans une posture extrêmement belliqueuse, extrêmement guerrière. La guerre est devenue finalement l'ADN de ce régime de Poutine. C'est-à-dire Poutine aujourd'hui, il est drogué à la guerre. Il ne peut pas s'arrêter. Vous savez, comme par exemple, le locomotive ne peut pas s'arrêter par un simple sifflet du conducteur. Tout simplement parce que toute l'industrie russe aujourd'hui fonctionne en fonction de la guerre qu'elle avait engagée. Sans même parler du fait qu'aujourd'hui, la guerre, c'est aussi un moyen pour Poutine de sauver son propre régime. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Un serial killer ne peut jamais s'arrêter. Il est obligé, par la force de choses, d'aller jusqu'au bout de sa démarche meurtrière. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur l'angle économique qu'il évoque Alexandre Melnik et pas Christophe, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Christophe, avec vous, Ulrich Bouna, parce que comment on sort, il y en a un d'entre vous qui l'a évoqué tout à l'heure rapidement, comment on sort un pays d'une économie de guerre? Ce serait très difficile pour Vladimir Poutine. Déjà, ce serait très progressif, parce que quand même, malgré tout, l'armée russe, elle a perdu quand même beaucoup de matériel en Ukraine, et donc il va falloir en fait renouveler tout ce matériel. Donc en fait, la sortie de guerre, elle va être extrêmement progressive et il va falloir continuer à produire des missiles, des chars, etc. Surtout que, en fait, d'un point de vue idéologique, en fait, Vladimir Poutine considère la guerre en Ukraine comme une guerre contre l'Occident. Et l'Occident ne va pas disparaître quand même il y aurait la paix en Ukraine. Donc, du coup, il va falloir, et c'est pour ça qu'il construit des bases à la frontière de la Finlande, etc. C'est que, dans tous les cas, cette posture belliqueuse vis-à-vis de l'Occident, elle va continuer. Donc, il faudra une armée forte. Donc, il va falloir continuer à produire des armes, etc. En revanche, effectivement, redresser l'économie et les autres pans de l'économie, ça va être très compliqué parce que il n'y a plus du tout d'investissement en dehors de l'aspect militaire, il n'y a plus du tout d'investissement dans les infrastructures, dans les grands projets, même la route du Nord au niveau de l'Arctique, il n'y a quasiment plus aucun investissement qui est fait côté russe. Et donc finalement, ça va être très compliqué de faire cette transition. Je ne pense pas qu'encore une fois, ce soit l'élément qui incite Vladimir Poutine à continuer, c'est plutôt l'aspect idéologique de la lutte contre l'Occident. Mais en revanche, effectivement, oui, ce serait une transition qui serait lente, qui serait probablement assez complexe à mener, quand bien même il reste encore au sein de l'administration russe certaines personnes, notamment celle qui dirige le Premier ministre Mishustin et même celle qui dirige la banque centrale, etc., qui sont quand même bien câblés pour gérer l'économie. Et puis très prosaïquement, Stéphane Martin, il y a quand même toute une génération
qui est allé mourir sur le front. Enfin, je veux dire, il avait déjà un problème démographique, Vladimir Poutine, cette guerre-là l'aura pas aidé. Donc, alors, on vient de le dire, ça serait très progressif, la sortie de l'économie de guerre, mais ça ne se ferait pas dans le silence. Pendant la guerre, vous pouvez imposer le silence à la société civile. Ensuite, la société civile va se mettre à parler, même si on est en Russie. Et non seulement la société civile, mais l'entourage de Vladimir Poutine va se mettre probablement à parler. Tout le monde est enchanté de la gestion de la guerre autour de lui, certainement pas. Donc, ça se passerait très difficilement sur le plan économique. Et sur le plan politique, on entrerait dans une, je ne sais pas si on peut appeler ça un dialogue, mais un débat particulièrement vif. Je ne connais pas bien la Russie, mais je peux imaginer à quel point les mères des soldats, il y a 1 million de victimes, c'est-à-dire 1 million de gens qui sont soit morts, soit gravement blessés et donc incapables de revenir sur le front. Ça fait combien de gens impactés? 10 millions peut-être. Ça fait 10 millions de Russes qui ont dans leur chair vécu ça et qui vont demander des comptes d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'on se souvient, c'est vrai que sur les mères de soldats, on en avait beaucoup parlé, Hélène, au moment, c'était au début de la guerre quand on expliquait comment ces soldats étaient traités, etc. Et on parlait beaucoup des mères de soldats de retour d'Afghanistan, ou qui n'étaient d'ailleurs pas revenus d'Afghanistan. Il a peur de ces femmes-là, Vladimir Poutine. Oui, et en même temps, on a vu des vidéos effectivement de mères de soldats qui réclamaient, qui l'interpellaient sur l'état du matériel, sur les conditions des soldats. Ça n'a pas changé fondamentalement grand-chose. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période de guerre, tous les hommes ne sont pas rentrés du front. C'est vrai qu'il y aura une dimension visible, beaucoup plus forte si tous ces gens rentrent. Il faudra le traiter. Après, est-ce que c'est de nature à déstabiliser le pouvoir? Ça, je pense que c'est un gros point d'interrogation. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien et si on suit tous ces arguments-là, Bertrand Galichet, on se dit qu'effectivement, il n'a pas du tout intérêt à ce que les combats s'arrêtent. Ou en tout cas, il a intérêt à garder une ligne de front gelée, à maintenir une certaine tension, avec 2-3 incidents par-ci par-là. Enfin voilà, c'est tout son intérêt. C'est effectivement le cœur du sujet. Sur le plan économique, on a un peu l'impression quand même que Poutine est dans une logique de l'intendance suivra. Et son discours est toujours effectivement idéologique contre l'Occident, contre l'Ukraine, pour le changement du régime en Ukraine. Après, et c'est très intéressant à ce stade de l'histoire de se poser la question de savoir qui a intérêt à la paix. Et en fait, à part Donald Trump, qui est prêt, lui, quelles que soient les conditions pour l'Ukraine, à signer tout ce qu'on voudra. Solder le dossier. Solder le dossier, passer à autre chose, faire du business avec la Russie. Et avoir le prix Nobel de la paix. Naturellement, parce que ça reste toujours sa perspective à moyen terme. Mais pour le reste, pour les autres, Poutine, on vient de le voir, il n'a pas tellement intérêt, si ce n'est pour se refaire et pour gagner un petit peu de temps. Les Ukrainiens ne céderont pas à n'importe quel prix. Et donc, on voit mal, dans ces conditions, comment on pourrait aboutir rapidement à un accord. En tout cas, c'est un pronostic qui est assez hasardeux si on imagine qu'on va pouvoir signer dans les jours qui viennent un document final. Alors, la temporalité, c'est que les émissaires ukrainiens sont en route vers Mar-a-Lago, vers la Floride en tout cas, pour rencontrer les émissaires de Donald Trump. C'est que Volodymyr Zelensky est à Paris lundi et que Steve Witkoff, lui, sera à Moscou courant de semaine prochaine. Donc, dans les jours qui viennent, tout va bouger évidemment. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez à l'instant, qui est quand même assez glaçant et en même temps très cynique, ce que vous disiez, et en même temps sans doute effectivement assez réaliste. C'est de se dire effectivement nous là-dedans, en fait, au-delà du poids qu'on peut avoir dans les pourparlers, etc. Et nous là-dedans, est-ce qu'on serait prête? On se prépare, en tout cas. On est sur le pied de guerre, si on peut dire, pardon pour l'expression. On a vu que l'Allemagne avait rétabli un service militaire. Et nous aussi, c'est le président Macron qui le dit, si besoin, on mobilisera. Écoutez. En cas de crise majeure, le Parlement pourra autoriser de faire appel, au-delà des seuls volontaires, à ceux dont les compétences auront été repérées durant cette journée de mobilisation. Et alors, le service national deviendrait obligatoire. Si besoin, ça veut dire, Stéphane Marchand, si la Russie nous menace, c'est une éventualité qui est prise très au sérieux? Alors, je ne sais pas si le président veut dire si la Russie s'en prend directement à la France, mais il est clair maintenant qu'avec la guerre hybride, avec toutes les formes que peut prendre la guerre, vous pouvez à chaque instant dire que vous êtes déjà en guerre. Oui. Quand on sait qu'il y a des navires de la flotte fantôme russe d'où partent des drones qui vont voler au-dessus des aéroports danois, par exemple, c'est la guerre, ça. Alors on peut dire sous le seuil, sur le seuil, ces expressions un peu anesthésient l'analyse, à mon avis. On est de toute façon déjà dans une forme de guerre, et donc le président est complètement dans son rôle à dire, voilà, la menace est là, et le jour venu, il faudra que
que des soldats français soient prêts à se battre, ou que des ingénieurs français soient prêts à contrer les différentes attaques cyber. Maintenant, il faut voir que cette mobilisation ne concerne pas du tout uniquement les militaires. La guerre est totale au sens technologique du terme. Il faut que tous les gens qui soient des spécialistes de toutes les technologies en question se mobilisent. Oui, les ingénieurs, il l'a beaucoup dit dans son discours d'ailleurs. Est-ce qu'on a de ce point de vue-là, Vincent Crouzet, est-ce que dans les pays, nos alliés européens ont le même discours? On a vu que l'Allemagne, oui, puisqu'ils rétablissent un service militaire. Quid des Anglais, des Italiens, par exemple, on évoquait les Italiens tout à l'heure, les Espagnols, tous ces pays-là sont quand même un peu, enfin l'Espagne notamment, un peu plus loin, ne serait-ce que géographiquement. Est-ce que tout le monde marche dans le même sens? Les Britanniques se sentent très concernés, ils sont même allés au-delà de ce que nous préparons, nous, et ce que nous anticipons. Les Allemands, on l'a vu avec les déclarations de Boris Pistorius la semaine dernière, sur lesquelles je n'étais pas trop d'accord, parce qu'il prévoyait un conflit à l'horizon 2029. C'est un petit peu Madame Irma, donner une date comme ça. Les Italiens, oui et non. Les Italiens sont très otaniens et très pro-ukrainiens, toujours, malgré les dissensions qui existent au sein de la coalition gouvernementale à Rome. Mais nous représentons, je pense, le fer de lance, tant en termes de dynamique politique, d'affichage politique, et puis aussi d'accompagnement, avec notamment ces dispositions concernant la création d'un service national volontaire. Alors en tout cas, ça a l'air de faire sourire Vladimir Poutine, parce que le fait que effectivement l'Europe se prépare éventuellement à une guerre, cette fameuse date de 2029, est-ce que la Russie nous menace directement? Et regardez, il a l'air effectivement de s'en amuser. Il y a des points dont il faut encore rediscuter. Tout doit être formulé en langage diplomatique. L'un des points serait de préciser que la Russie ne veut pas envahir ou attaquer l'Europe. Pour nous, c'est ridicule, car nous n'avons jamais eu l'intention de le faire. Mais s'ils le veulent, nous pouvons le faire. Ulrich Bouna, comment on analyse cette prise de parole de Vladimir Poutine? Les pays baltes, oui, là, il avait dit qu'il n'envahirait pas l'Ukraine, etc. Enfin, bon, voilà, on peut remonter le fil du temps. Et puis, enfin, quand bien même, enfin, ce point m'a toujours un peu surpris, comme si le fait d'inscrire quelque chose dans la Constitution en Russie avait une espèce de valeur intrinsèque. Vladimir Poutine a revu la Constitution à de multiples reprises pour rester président à vie. Donc, enfin, effectivement, cette espèce de légalisme en quelque sorte qui viserait à imposer aux Russes de rentrer dans leur constitution, qu'ils n'auraient pas le droit d'attaquer des pays occidentaux, effectivement. Enfin, je comprends que ça le fasse rire personnellement, et enfin voilà, ça n'aurait pas plus de valeur que le papier sur lequel ce serait écrit. Donc Vladimir Poutine fera ce qu'il a envie de faire, quand bien même on lui demanderait d'écrire quelque chose dans la loi. Et c'est pour ça que effectivement nous de notre côté, il faut qu'on se prépare, parce que la dissuasion la plus efficace pour éviter que ça se produise, c'est effectivement de montrer qu'en Europe on est sérieux sur notre défense et que ce serait une catastrophe pour la Russie d'attaquer l'OTAN. Et est-ce qu'on ferait le poids justement? Parce que l'Europe de la défense, évidemment, on a toujours cette petite idée-là qui reste dans un coin de la tête, cette fameuse Europe de la défense qui est devenue l'Arlésienne. Mais est-ce que, même d'un point de vue individuel, nationalement, est-ce qu'on ferait le poids? C'est très dur à dire, en fait, tout dépendrait de la façon dont on sera agressé, de la façon dont les États répondraient. Néanmoins, si on part sur l'idée, qui est un petit peu souvent agitée, d'une espèce d'opération très ciblée sur Narva, par exemple, en Estonie, on peut imaginer que les pays de la région, les Finlandais, les Suédois, les Polonais interviendraient, et déjà, rien que ça, ce serait quand même relativement important. Après, ce qui est certain aussi, c'est que le vrai problème de l'Union européenne actuellement, c'est qu'on est effectivement en train de se réarmer. Ça va sans doute prendre entre 3 et 5 ans, le temps de faire tourner un petit peu les usines, etc. Et que pendant ce temps-là, on reste dépendant d'un allié sur des questions stratégiques, d'un allié américain qui est absolument plus du tout fiable. Lorsque Donald Trump dit l'OTAN négociera avec la Russie et les Américains serviront d'intermédiaires, c'est juste lunaire, ça veut dire qu'ils ne s'estiment plus liés à l'OTAN. Donc c'est ça en fait le vrai sujet, c'est-à-dire qu'on gagne effectivement du temps en Ukraine, c'est une façon de le dire, mais effectivement dans les 3 à 5 ans, il va falloir être véritablement sérieux et ne plus du tout dépendre des Américains. On a un sondage, Bertrand Galichet, vous allez voir le chiffre qui est quand même assez sidérant. On parle des Français là, c'est pas un sondage sur les Européens, sur les Français spécifiquement. 70% des Français s'inquiètent de la menace d'une 3e guerre mondiale. C'est une hypothèse qui n'est pas complètement absurde, même s'il ne faut pas céder évidemment à la panique ou à des scénarios catastrophes. Il y a sur la capacité des Européens à se défendre, vous savez, ce rapport de l'IFRI qui vient d'être publié, qui donne des informations extrêmement précises.
Pour résumer en quelques mots, les capacités en termes de mobilisation d'armées de terre sont supérieures pour la Russie par rapport à ce que pourraient mobiliser les Européens. En matière d'avions de combat, c'est le contraire. On a plus d'avions de combat, 1500. Je parle des Européens en incluant les Britanniques, par rapport à 1 millier d'avions de combat du côté russe. La marine aussi, on est un peu meilleur. Après, il y a les questions qui sont liées, au fond, à l'utilisation de ces moyens, c'est-à-dire l'acheminement vers les zones de front et dans quel délai on peut le faire. Et ça, c'est encore une question qui n'est pas réglée. Après, juste pour ajouter un point, en fait, les comparaisons 1 pour 1, ça vaut pas... Et c'est ce que j'allais dire. Les Russes, ça fait 3 ans qu'ils font la guerre. Voilà, c'est exactement l'exemple que j'allais vous donner. Lorsque les Russes sont entrés en Ukraine, ils auraient dû normalement submerger l'armée ukrainienne. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc, effectivement, en termes numériques, on est effectivement bien en deçà, mais parce qu'on n'a pas les mêmes armées de la Russie sur le côté armée de terre. Mais c'est pas du 1 pour 1. Les blindés russes se sont fait tailler en pièces par des vieux systèmes. Oui, et à contrario, ils se sont fait tailler en pièces au début, mais maintenant ils ont appris en marchant, si je peux dire. Tout à fait, effectivement. On a quand même, ils sont plus aguerris, mais probablement leur matériel est beaucoup plus habile, notamment leurs avions volent beaucoup plus qu'ils ne devraient voler normalement. Et d'où l'idée de se refaire donc la maintenance pose un problème, ils ont du mal à faire de la maintenance, parce que là, certaines sanctions occidentales sont efficaces sur cette opération de maintenance des avions. Donc leur aviation, par exemple, est probablement pas dans un état extraordinaire. Oui, on a une avance technologique, mais surtout la différence, c'est que d'un côté, on a un commandement centralisé, la Russie, et de l'autre côté, on a une coordination d'état-major. Donc c'est la grande difficulté, parce que si on compare les chiffres brutalement, on est à peu près au niveau même supérieur, effectivement, en ce qui concerne l'aviation, la marine, et même les effectifs, parce que c'est 1,3 million côté Fédération de Russie, 1,4 million côté Union européenne, mais d'un côté, c'est parfaitement coordonné, parfaitement unifié, et de l'autre côté, c'est parcellisé. Peut-être aussi, parce qu'on a beaucoup évoqué l'Ukraine, enfin, la présence de l'Ukraine, c'est-à-dire que, effectivement, l'expérience engrangée par les Ukrainiens, la qualité de leurs ingénieurs, etc., peut être aussi, et aussi, on fait la guerre depuis 3 ans. Oui, bien sûr, être audacieux, avoir de la plasticité en matière de stratégie, évidemment, ça compte. Ce qui est sûr, de toute façon, puisqu'on essaye de voir effectivement comment tout cela peut évoluer, c'est que cette fameuse paix, donc que décidément Donald Trump voudra, quels qu'en soient les termes, parce que de toute façon ce qu'il souhaite c'est que ça s'arrête, cette paix-là, elle coûtera cher à l'Europe quoi qu'il arrive, et ça c'est d'ailleurs tout à fait documenté. Sylvia Micon, merci de nous avoir rejoints. Oui. C'est très documenté. Effectivement, c'est une nouvelle étude signée Corisk et l'Institut norvégien des affaires internationales qui vient d'être publiée, et le constat est très clair, une victoire militaire russe en Ukraine coûterait à l'Europe 2 fois plus cher qu'une victoire ukrainienne. Selon ce rapport, si la Russie gagne en Ukraine, ça donnerait au Kremlin une influence sur l'orientation politique et économique de l'Ukraine, sans doute son adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN. Il y aurait un risque que l'Ukraine perde la moitié de son territoire, avec une déstabilisation politique, un recul démocratique, un effondrement de l'État. Des millions d'Ukrainiens pourraient également fuir, et cela engendrerait des dépenses liées à ces nouveaux réfugiés. Le rapport, les chiffres, entre 600 et 1100 milliards de dollars sur 4 ans. Cela inclurait aussi un coût pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Ces dépenses de défense supplémentaires, elles se chiffreraient également, selon ce rapport, à jusqu'à 1800 milliards de dollars. La Russie, de son côté, elle pourrait redéployer ses ressources militaires vers la Moldavie, les pays baltes ou encore les régions nordiques. Regardez ce qu'écrit ce rapport. Les gouvernements européens devraient renforcer rapidement leur défense, leur capacité de dissuasion dans les pays baltes et l'Arctique, tout en gérant les tensions politiques croissantes liées aux migrations et à la polarisation intérieure. Et alors, si on prend le scénario d'une victoire de l'Ukraine, Sylvia ? Alors, si on prend ce scénario-là, si l'Ukraine était soutenue de façon adéquate, dit le rapport, elle pourrait se mettre en position de reconquérir des territoires occupés, ce qui contraindrait la Russie à négocier en préservant les intérêts de Kiev. Alors, le rapport liste toute une série de besoins, jusqu'à 2500 chars, de l'artillerie, jusqu'à 8 millions de drones de tout type, des systèmes de défense aérienne, des missiles stratégiques. Et si ces capacités sont mises en œuvre, Kiev pourrait reprendre le contrôle de zones stratégiques, relancer son économie, normaliser sa vie politique. Les réfugiés pourraient rentrer dans leur pays et l'intégration européenne accélérée. Alors le coût estimé pour l'Europe d'une telle issue, qui inclurait donc l'aide militaire, le soutien industriel, la réduction du nombre de réfugiés, s'élèverait à peu près à 972 milliards de dollars, c'est-à-dire effectivement la moitié du coût d'une victoire russe dans sa fourchette basse. Voilà une étude qui sort alors que Kiev effectivement cherche plus que jamais
des financements et que Kiev a plus que jamais de la pression pour négocier un accord, notamment l'accord proposé par les Américains. Merci beaucoup Sylvia. C'est quoi cet organisme CORISC et l'Institut norvégien des affaires internationales? Parce que c'est vrai, quand on voit ce que Sylvia nous expose, on se dit finalement, en fait, voilà, il suffit de mettre les chiffres sur la table et puis allons-y. Ce qui se profile probablement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire ni une victoire de la Russie au sens où l'Ukraine disparaîtrait dans le ventre de la Russie, ni une victoire de l'Ukraine au sens où on voit mal les Ukrainiens repousser les Russes dans leurs frontières. Oui. Et si jamais, par extraordinaire, ils y arrivaient, ils seraient avec à côté d'eux un voisin hors de lui. Donc ce qui va se passer, c'est une situation intermédiaire. Bertrand, ouais. Non, puis ce rapport, c'est très schématique finalement, ces deux options, parce que par exemple, il n'évoque pas le manque d'hommes. Ça, pour le coup, c'est pas une question de moyens des alliés, c'est un problème propre à l'Ukraine. Donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est effectivement, c'est peut-être quelque chose au milieu de ces deux scénarios qui peut se passer. Peut-être qu'il faut mettre les pieds dans le plat et se poser la vraie question, en fait. Est-ce qu'on n'a pas complètement oublié l'idée que les Européens puissent peser dans quoi que ce soit maintenant, dans la situation actuelle? Ah non, ils pèsent tout le temps. Regardez, Bénédicte, 2 fois, ils ont sauvé les fesses de Trump. Une fois après Anchorage, avec le sommet de Washington. Trump était totalement empêtré avec ce sommet qui avait accouché même pas d'une souris en Alaska. Et la deuxième fois, la semaine dernière, avec ce plan foireux en 28 points, un copier-coller présenté par les Russes et reproduit par les Américains, où là, une nouvelle fois, les Américains sont venus à la rescousse de la diplomatie européenne en présentant un plan un peu plus digne et un peu plus réaliste. Donc au contraire, non seulement on peut peser en tant qu'allié auprès des Ukrainiens, mais on peut peser aussi pour sauver la mise aux Américains qui sont incapables de mettre en branle de manière efficace leur diplomatie. Mais on peut peser, mais est-ce qu'on pèse? En fait, c'est ça, est-ce qu'on le fait? Parce que là, encore une fois, tout se passe entre la Floride, où Donald Trump est en train de jouer au golf au moment où on se parle, et Moscou, où arrive Steve Witkoff la semaine prochaine. Oui, alors ça, c'est un petit peu le syndrome, je dirais, 19e trou de Donald Trump, c'est-à-dire que pour lui, c'est beaucoup plus important son score sur 18 trous, aujourd'hui ou demain, que le résultat des négociations qu'il va déléguer. Je sais même pas si Rubio est dans le coup, parce que je crois que Rubio est très focus sur le Venezuela, apparemment c'est en train de chauffer. Donc c'est dire l'importance dans l'esprit de Trump de ces négociations à Mar-a-Lago. Et vous verrez, lundi, nous prendrons le contre-pied et nous sauverons à nouveau des négociations qui auront foiré demain à Mar-a-Lago. Et donc toutes les parties sont en train de gagner du temps finalement. Et on peut peser aussi en aidant les Ukrainiens à se doter d'une industrie d'armement très solide. Ils font déjà des choses assez extraordinaires. On raconte que 40% des armes qu'ils utilisent pendant cette guerre, ils les fabriquent eux-mêmes. Donc si on peut les aider à augmenter ce taux d'une part, à passer à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire à construire 10, 100, 1000 fois plus de drones, et en plus à construire des objets plus sophistiqués, à ce moment-là, on rendra à l'Ukraine un service énorme, parce que finalement, la protection dans tout ça, numéro 1, c'est la force militaire ukrainienne. Pardon, mais je reviens là-dessus, mais tout ça pourquoi? Pour leur éviter de s'effondrer, pas pour leur permettre de gagner cette guerre. Vous le disiez vous-même il y a un instant, Stéphane Marchand. Mais si, parce que des engagements industriels dans l'armement, c'est des choses qui vont sur 20, 30, 40 ans. Donc on se place, a priori, bien au-delà de la guerre. Et d'ailleurs, c'est très très important. Symboliquement, le fait de faire des engagements sur le très long terme, ce qu'ont fait les Américains d'ailleurs, par exemple l'aide américaine du temps de Biden, incluait des contrats de livraison d'armes en 2026, en 2028, en 2030. Donc si on fait la même chose, ça installe pour les Russes l'idée On a des usines ukrainiennes qui s'installent en France, ceci dit, on en a des usines françaises qui s'installent en Ukraine. Ça commence à se développer, de plus en plus. Aussi parce que, très prosaïquement, peut-être, nous, Français, notamment, on se dit, on a tout intérêt à être effectivement assez proche des Ukrainiens. Oui, parce que dans nous, tous les cas de figure. On a des usines d'armement de top niveau en France. Ouais. Le problème, c'est que le coût du travail en France est énorme et que la compétitivité de cette fabrication n'est pas extraordinaire. Si on va en Ukraine, où il y a des ingénieurs remarquables et des coûts du travail bien inférieurs, ça peut être une façon de passer à l'échelle, une fois de plus. Bertrand, là-dessus. Ce qui nous manque, je crois, en Europe, ce sont moins les moyens que le courage et le fait de oser
se confronter à la fois à Poutine et à Trump, et qu'on le voit dans le domaine économique, on le voit dans ces négociations, parce qu'en fait, on vient, comme ça a été dit très bien, toujours après, en fait, en deuxième rideau, essayer de rattraper ce qui a été fait sans nous. Et c'est un peu dommage quand même qu'on ne soit pas plus à l'initiative et qu'on soit toujours en réponse. Voilà, on joue en fond de cours. En fait, on travaille ces négociations sur le plan politique et diplomatique quand, très objectivement, les Américains le travaillent d'un point de vue économique. Donc on n'est pas du tout. On essaye d'assembler des choux et des carottes, quoi. Pour le coup, je trouve ça assez dommage en fait que les Européens ne proposent pas leur propre plan de paix, en fait. Concrètement, enfin, on est quand même baladé depuis au moins le mois de janvier par des discussions qui effectivement sont en général sans queue ni tête entre Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, et qui proposent des points plus ou moins absurdes et qui sont toujours effectivement rebalayés par une espèce de deuxième lame. Il y a eu la conférence des volontaires quand même, qui a été initiée par Emmanuel Macron. Je suis complètement d'accord, mais du coup, en fait, la coalition des volontaires n'interviendra qu'après la paix, en fait, en grosso modo, ou après un cessez-le-feu. Ouais. Donc c'est très important, et le travail est fait. Au point de vue militaire, je pense que tout est calé pour le jour J+1. Mais en fait, effectivement, je pense que les Européens devraient au bout d'un moment dire, en fait, ça nous concerne au premier chef. Donc, très bien, les Américains et les Russes discutez entre vous si vous voulez, mais voilà en fait quelles sont nos conditions. Et j'ai jamais vu en fait un document officiel affirmé par tout le monde. Je sais qu'il y en a certains qui sont présentés un petit peu dans les coulisses, mais je pense que les Européens devraient en fait définir leur propre ligne rouge et dire ça on n'accepte pas, ça on n'accepte pas. Et malheureusement, ça donne un peu l'impression que par d'espèces de déférence avec Donald Trump, notamment parce qu'on n'a pas envie de prendre des droits de douane insensés de sa part, on joue effectivement un peu petit bras par moment. Oui, moi je suis totalement d'accord avec Bertrand et Ulrich. Par exemple, sur le calendrier là, des prochaines heures, la délégation ukrainienne aurait dû s'arrêter côté européen et ensuite repartir à Mar-a-Lago avec flanqué de 2-3 chefs d'État ou de gouvernement européens pour parler avec les Américains, plutôt parce qu'on travaille toujours en réaction. C'est vrai, on est toujours la seconde lame du rasoir. On a peur parce qu'on ne peut pas offrir des garanties de sécurité autonomes, et donc on a peur de... C'est ça. Écoutez, il va falloir qu'on s'arrête, parce que je n'avais pas vu l'heure, mais il est 18h, et Sylvia est installée pour son journal. Je vous laisse la parole, Sylvia. Moi, je vous dis à demain, bien évidemment, à partir de 15h30. Passez une bonne soirée.